Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette autre activité du Cercle de presse. Aujourd'hui, nous recevons le chef du Parti québécois, M. Jean-François Lisée, la députée de Chicoutimi, Mireille Jean, et le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Alors, avant de commencer la période de questions, vous avez quelques minutes de présentation et par la suite, ça va être au tour des journalistes de vous poser des questions. On peut commencer avec vous, M. Lisée. Donc, je suis content d'être ici. Je suis, je pense, c'est ma quatrième venue en 2 ans. Ça fait partie de mon travail de chef d'opposition officielle et de chef du Parti québécois d'être toujours en contact avec les acteurs locaux. Hier, on a rencontré des préfets, des maires de la région du Lac, des gens de l'UPA, des gens de la Vigie pour l'hôpital de Dolbeau, qui est en rupture de service, comme vous savez, à l'urgence. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les travailleurs de Rio Tinto, des gens qui travaillent dans les entreprises de fournisseurs d'aluminium. On va aussi rencontrer le recteur, la nouvelle mairesse de Saguenay. Moi, je dis la nouvelle parce que je ne l'ai pas encore rencontrée. Je l'ai félicitée le soir de son élection. J'ai hâte d'avoir une bonne discussion avec elle. Et on va parler aux étudiants, les étudiants de l'UQAC. Écoutez, évidemment, on est en phase de préparation de nos programmes régionaux. Le Parti québécois est un parti de région, a toujours été très bien implanté ici et ailleurs. Moi, je suis un député de Rosemont, mais je viens de Tetlin Mines, une ville minière, une ville de forêt également. Et ces sujets-là sont essentiels au développement du Québec. Pour moi, les régions, la forêt, l'agriculture, l'aluminium, les ressources, ça ne fait pas partie du passé du Québec, ça fait partie de son présent et de son avenir. Il est essentiel que le gouvernement du Québec appuie les régions, donne de l'autonomie aux régions. Et moi, j'aimerais être le premier ministre qui va avoir vraiment coupé le cordon. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte de donner aux acteurs régionaux, concertés, et on sait que le Parti québécois est favorable à la concertation. Et récemment, nos collègues de la région ont organisé un forum pour faire revivre cette concertation régionale, parce que les libéraux ont massacré essentiellement 30 ans de culture accumulée de concertation régionale en démantelant les outils de concertation. Nous, non seulement on veut les faire revivre, on veut accepter ce que les régions veulent se donner comme outil de concertation. On ne veut pas imposer un modèle, on veut que chaque région choisisse son modèle. C'est pas grave si c'est différent. Au Lac, au Saguenay, ou en Abitibi ou en Gaspésie, l'important, c'est que les régions se reconnaissent dans leur modèle. On veut redonner une enveloppe régionale, ce qui a été aboli. Ils ont coupé 80 millions par année, les libéraux. On veut rétablir une enveloppe régionale et dire aux régions, c'est votre enveloppe. Choisissez vos projets et on va vous les donner sur plusieurs années. Sur 3 ou 4 ans, vous allez pouvoir faire votre calendrier, vos investissements. En ce moment, là, avec le fonds phare, là, il y a une course au 31 mars, puis lorsqu'on a des projets, il faut les dépenser rapidement. C'est contre-productif. Nous, on veut faire en sorte que les acteurs régionaux décident de leurs investissements, fassent leurs choix et vivent avec leurs choix. Et ensuite, ils auront des élections de préfets, des élections de maires, puis ils rendront des comptes à leurs électeurs. Donc, ce n'est pas au ministre régional ou à un fonctionnaire à Québec de décider quelle est la bonne priorité pour une région. C'est à la région de le faire. Et nous, cette responsabilisation-là, réelle, je veux être le premier ministre des régions qui va le faire enfin. Et je veux aussi que dans la planification des investissements en infrastructure, que ce soit en santé ou en éducation ou en matière de route, pourquoi est-ce que les acteurs régionaux ne sont pas consultés quand le ministère décide de faire sa programmation des 2, 3, 4 années suivantes? Parce que si le ministère des Transports dit, bien, on va faire A, B, C, D, et que les acteurs régionaux disent, savez-vous, on aimerait ça commencer par D. Nous, on a des raisons de prioriser D plutôt que A. Il n'y a pas $1 de plus à dépenser, mais pour nous, on pense que c'est prioritaire. Pourquoi est-ce que les régions n'auraient pas leur mot à dire dans la programmation des investissements d'infrastructures du Québec chez eux? Alors, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et je pense aussi qu'en certains cas, des villes importantes, comme Saguenay, aient la capacité de ne pas avoir, en termes d'ingénierie, par exemple, constamment demander la permission au ministère des Transports, au ministère des Affaires municipales, pour avancer dans leurs projets. Il y a trop de paperasse, il y a trop de permissions à demander, il y a trop de vérifications
qu'on approuve les projets, qu'on vérifie à la fin s'ils sont faits correctement. Les acteurs locaux sont dynamiques, sont compétents, ils veulent agir, puis ils veulent qu'on les laisse agir. Et c'est ça la vraie autonomie qu'on veut mettre en œuvre lorsque le Parti québécois sera de retour au pouvoir le 1er octobre. Merci. Madame Jean. Oui, merci. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très fière que mon chef, Jean-François Lisée, soit avec nous aujourd'hui dans la circonscription de Chicoutimi. Il a répondu favorablement à une demande, une invitation de Majucac, qui le reçoit ce soir. Il va donner une conférence auprès des jeunes de l'université. Donc, je suis très heureuse qu'il ait accepté favorablement cette invitation et ça lui permet d'être avec nous aujourd'hui et de confirmer la vision qu'il a de la décentralisation ou la force des régions qui nous revient. Effectivement, je reprendrai ces paroles que la concertation régionale, pour nous, c'est un élément important, d'où l'initiative qu'on a faite il y a 2 semaines, c'est-à-dire de rassembler ensemble les élus, maires, mairesses, préfets, et aussi les représentants de la société civile, parce qu'une vraie concertation, c'est de regrouper tout le monde. Et ça a été extraordinaire de voir la réponse de l'ensemble des acteurs d'une voix unique, à dire que la plateforme de concertation qui a été éliminée nous manque grandement et qu'ensemble, on va décider d'une nouvelle plateforme parce qu'on en a besoin. Et tant qu'à faire, cette plateforme-là, on va la faire selon nos besoins à nous, selon nos caractéristiques à nous. Donc, j'aime beaucoup l'appui et cette ouverture et le Parti québécois et du chef vis-à-vis cette importance qu'on donne à la concertation régionale. Donc, je vous remercie beaucoup. Monsieur Gaudreault. Oui, alors à mon tour de vous remercier pour cet accueil et de souhaiter la bienvenue à Jean-François dans la région. Écoutez, je ne veux pas répéter ce qui a été dit à la fois par notre chef et par Mireille. Simplement dire que du côté du Parti québécois, nous sommes résolument engagés également vers la préparation de la campagne électorale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hier, Jean-François était dans Robertval. Il a rencontré des militants, il a rencontré des gens qui sont mobilisés pour la prochaine campagne électorale. Mireille a déjà eu son investiture. Moi, j'ai tenu à Jonquière l'Assemblée générale du Parti québécois en fin de semaine. Il y avait une centaine de personnes. C'était hyper mobilisant et hyper mobilisé. On a dans Lac-Saint-Jean 3 candidats de qualité. Alors, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un Parti québécois qui est en forme, qui est en santé, qui attire des gens, qui a beaucoup de militants qui sont résolument engagés dans la préparation de la campagne électorale. On aura également, évidemment, des candidatures du côté de Dubuc à venir éventuellement. Alors, on est résolument engagé pour préparer la campagne électorale. Et je dois vous dire que la tournée du chef hier et aujourd'hui s'inscrit aussi là-dedans, parce qu'il faut aller à l'écoute des gens. On va aller rencontrer des travailleurs, des travailleuses, on va parler aux étudiants aujourd'hui, on va parler à des gens d'affaires, on va parler à du monde de partout. Et ça, bien qu'on ait des orientations déjà claires sur nos engagements électoraux, il faut préciser un certain nombre de choses, il faut être à l'écoute pour que nos engagements soient les plus concrets possibles et les plus adaptés à la réalité du terrain. Alors, c'est aussi dans cette optique que s'inscrit la visite de M. Lisée. Merci. Merci. Alors, on va commencer la période de questions. J'aimerais savoir, vous parlez de la campagne électorale, j'aimerais savoir comment va le pouls que vous sentez de la population, parce qu'on sait que la CAQ semble avoir une certaine avance dans les sondages, donc comment vous sentez actuellement la population? Est-ce que les gens sont derrière le Parti québécois ici dans la région? Oui, dans la région, évidemment, il y a une tradition, il y a une confiance qui s'est installée entre le Parti québécois et les gens de la région. Ils savent qu'on est au diapason de leurs besoins, on connaît les dossiers, on veut les faire avancer, on est régionaliste, puis ça, c'est très important pour la région. Maintenant, nationalement, ce qui a changé depuis 1 an, c'est que jusqu'à il y a 1 an, les gens disaient les libéraux sont au pouvoir pour toujours, il n'y a rien à faire. Et depuis l'automne dernier, ils disaient « Ah non, ils vont être battus, puis c'est la CAQ qui va gagner. » Ben déjà, c'est un changement. Ça veut dire que le changement est possible. Et moi, je suis content que la CAQ soit en avance si loin avant l'élection parce que récemment, dans la plupart des élections, ceux qui étaient premiers 6 mois avant l'élection ont perdu l'élection. C'est vrai de Thomas Mulcair, c'est vrai de Denis Coderre, c'est vrai de bien du monde, en France aussi, parce que les gens prennent leurs décisions pendant la campagne électorale. Et celui qui arrive le premier, c'est pas sûr qu'il soit premier le soir de l'élection. Ça, c'est notre objectif, c'est d'être les premiers le soir de l'élection. Mais ce qui nous rend confiants, c'est que ce que les gens veulent, c'est ce que le Parti québécois propose.
C'est-à-dire qu'en ce moment, les gens sont très anxieux d'avoir eu 3-4 ans d'austérité, dans la santé en particulier, en éducation. Les soins à domicile pour les aînés ont été rationnés. Il y a plus d'aînés qui ont plus de besoins, mais les libéraux ont réduit le nombre d'heures de soins à domicile. Alors nous, on dit, bien, il est important d'investir dans la santé, l'éducation et pour les aînés. Puis c'est clair, ça nous prend chaque dollar pour faire ça. Et on n'a pas les moyens de faire des baisses de taxes ou d'impôts. Le 1er octobre, quand on va prendre le pouvoir, on va regarder où est le fardeau fiscal. On va le garder là. On ne va pas le monter, on ne va pas le descendre. Puis ça, on a le courage de dire la vérité aux Québécois. La CAQ vont essayer de faire croire aux gens qu'on peut baisser les impôts puis augmenter les services en même temps. La CAQ, c'est finalement la nouvelle version du cynisme. Ils pensent que le monde va acheter ça. Nous, on fait le pari que les gens ont un gros bon sens. Ils savent que ça ne balance pas. Puis élire la CAQ, c'est mettre en péril nos services publics parce que s'il réduit d'1,5 milliard les taxes et les impôts comme il le propose, bien, il va être obligé de couper ça en éducation puis en santé. Puis on ne veut pas revivre ça. Alors, on sait que ce qu'on propose, nous, c'est ce que les Québécois veulent. Pour l'instant, ils regardent la CAQ avec l'attrait de la nouveauté. Puis on leur dit pas « regardez pas la CAQ », on dit « regardez-les bien ». Écoutez-les bien, parce que ce qu'ils proposent, c'est le contraire de ce que vous voulez. Prochaine question, Louis Tremblay, Journal Le Quotidien. Louis Tremblay, Journal Le Quotidien. Monsieur Lisée, hier, on était en fait à l'extérieur de Roberval, à l'extérieur de Lac-Saint-Jean, et ce qu'on voyait qui sortait sur les médias, c'était un chef qui avait pratiquement concédé la victoire à la CAQ, puis qui disait par dépit aux gens de Roberval, votez contre Philippe Couillard, parce que vous allez être obligés de revoter après, il va être battu aux prochaines élections. Il n'y a pas une tradition en politique québécoise qui fait qu'on ne va pas faire campagne dans le comté d'un chef, comme vous l'avez fait hier. C'est-à-dire une tradition qui fait que pendant la campagne électorale, généralement, on ne va pas dans le comté du chef. Mais la campagne électorale va se commencer au mois d'août. Alors, oui, moi, c'est la deuxième, troisième fois que je vais dans Roberval. Puis, et donc, c'est tout à fait normal. Puis, je ne concède absolument rien. La seule chose que je dis qui est extrêmement probable, c'est que les libéraux vont perdre. Alors, aux gens de Roberval, je leur dis, écoutez, quand les libéraux vont perdre, si M. Couillard est élu dans son comté, bien, il va démissionner le lendemain ou le surlendemain, puis vous allez être en partiel. Et dans leur grande sagesse, les Québécois, récemment, lorsqu'ils ont battu un gouvernement, ils ont battu le chef dans son comté. C'était vrai pour Jean Charest dans Sherbrooke, c'était vrai pour Pauline Marois dans Charlevoix. Et ça permet de tourner la page, puis ça nous économise une partielle. Alors, je dis aux gens de Roberval, regardez, si vous votez pour M. Couillard parce que vous voulez avoir un premier ministre, bien, il est fort probable que vous ne l'aurez pas, le premier ministre. Alors, donnez-vous tout de suite un bon candidat, un bon député du Parti québécois qui va bien travailler pour vous, comme ça a été le cas dans le passé avec Denis Trottier et d'autres. Et donc, d'abord, évitez-vous une partielle, et puis donnez son congé rapidement, correctement, dans le respect à M. Couillard pour qu'il puisse retourner au privé. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. Hier, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, était accompagné de Philippe Couillard, justement, pour rencontrer principalement les gens de l'aluminium, travailleurs, industrie, entreprises qui gravitent autour. Il y a toutes sortes de propositions qui ont été faites. Les deux ont assuré d'un soutien. Vous auriez dit quoi comme premier ministre dans le cadre d'une visite comme celle-là? Et est-ce que vous auriez accompagné Justin Trudeau dans une visite comme celle-là? Absolument. Il y a des dossiers, surtout en politique étrangère, où on est face aux États-Unis, où c'est l'unité qui est importante. Et que ce soit dans le dossier de l'ALENA, où je rencontrais le négociateur en chef Raymond Bachand vendredi dernier, ou dans le dossier de l'aluminium, il faut faire front commun au-delà de nos divergences. Ce qu'a dit M. Trudeau, ce qu'a dit M. Couillard, c'est la même chose que ce que je dis moi. Il faut être unis face à cette volonté de M. Trump d'imposer des tarifs. Il ne faut pas montrer la moindre division face à eux. Il faut aussi avoir l'humilité de dire, bien, c'est ni Philippe Couillard, ni Justin Trudeau, ni nous qui allons changer l'idée de Donald Trump. Ses propres conseillers n'arrivent pas à lui faire changer d'avis. La stratégie qu'il faut suivre, et c'est celle qui est suivie par les deux gouvernements en ce moment, c'est d'aller aux États-Unis trouver les gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Alors, les producteurs d'acier et d'aluminium aux États-Unis, qui sont très peu nombreux, eux sont pour les tarifs, mais tous les manufacturiers qui utilisent l'aluminium et l'acier sont contre les tarifs.
Alors, il faut faire en sorte d'utiliser, de les mobiliser, eux, au-delà de ce qu'ils sont déjà, pour qu'eux fassent pression sur l'administration Trump pour que ces tarifs ne soient jamais appliqués. Et c'est ça qui a fait la différence. La raison pour laquelle ils ont été suspendus, c'est parce que les manufacturiers américains ont fait pression sur l'administration en disant, bien voyons donc, vous allez nuire à l'emploi et à l'économie américaine. C'est pas pour les beaux yeux du Saguenay, du Lac, du Québec ou du Canada qu'ils l'ont fait, c'est pour leur intérêt à eux. Et moi, j'ai bon espoir que la décision de M. Trump de suspendre les tarifs en envoyant ça à l'ALENA est simplement une façon de sauver la face. Parce que ça ne fait pas partie de la négociation de l'ALENA. Alors, il a sauvé la face. Ça crée une incertitude en ce moment parce que les investissements nécessaires qu'on veut à Arvida puis à Alma, c'est un peu lié à la capacité d'avoir un accès au marché américain. Et donc, j'ai hâte que cette incertitude-là soit levée. Mais moi, j'ai bon espoir que cette manche de la bataille qui a été gagnée face à Trump, en fait, c'était la bataille décisive et on attend le moment où ça va être confirmé pour la suite. Prochaine question, Pierre-Alexandre Maltais du Journal de Québec. Bonjour, M. Lisée. Restons au fédéral et parlons du Bloc québécois qui semble être en totale déroute. D'ailleurs, les instances régionales ici ont même demandé le départ de Mme Ouellette. Ils ne sont pas les seuls. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez un message pour les souverainistes qui seraient orphelins advenant le départ du Bloc québécois? Et quelle va être la place de la souveraineté pour le Parti québécois advenant que vous deveniez le seul parti qui prône cette avenue-là? D'abord, moi, je pense qu'il y a un besoin absolu de députés à Ottawa qui défendent les intérêts du Québec et l'indépendance. Et même dans le sondage de la fin de semaine dernière, il y avait encore une proportion très significative de Québécois qui pensent que c'est important. Et ils ont raison parce que les 40 députés libéraux, là, je ne sais pas ce que ça donne. Hein? On l'a vu pour la DEVI, on l'a vu pour beaucoup de nos dossiers. Le gouvernement libéral, malgré 40 députés libéraux, n'est pas au service du Québec. On n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à gagner nos batailles. Et donc, il est essentiel qu'il y ait un contingent important de députés indépendantistes qui défendent l'intérêt du Québec. Une fois que j'ai dit ça, le Bloc québécois est un parti indépendant du Parti québécois. Donc, par respect, je ne me mêle pas de leurs affaires internes. Évidemment, on est triste de ce qui se passe. On espère qu'ils vont trouver une sortie de crise parce qu'on a besoin d'un parti indépendantiste qui défend les intérêts du Québec à Ottawa. Pour ce qui est de l'indépendance puis du Parti québécois, ben nous, c'est clair. On dit, on a besoin de l'indépendance pour s'épanouir complètement puis pour arrêter de se faire avoir. En ce moment, là, les contribuables québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis de tout le Québec ont commencé à envoyer 20 milliards de dollars à Ottawa pour créer de bons emplois dans les chantiers navals d'Halifax et de Vancouver. Puis qu'est-ce qu'on a en retour? 1500 chômeurs à la DEVI puis chez les fournisseurs. C'est le plus grand détournement de fonds québécois de l'histoire du Canada. Alors, un Québec indépendant ne ferait pas en sorte qu'on envoie 20 milliards. Eux autres, ils regardent ça à Ottawa et on se dit, c'est bien bizarre qu'il y a des meilleurs emplois créés à Halifax puis à Vancouver qu'au Québec. Ils sont bien mauvais, les Québécois. On va leur envoyer un chèque de péréquation avec une grosse couche de mépris par-dessus. C'est ça le système dans lequel le Canada nous enfonce. Alors oui, il faut que le Québec devienne indépendant, entre autres pour cette raison-là. Alors comment le faire? Bien, nous, on est pressé de réussir l'indépendance. On n'est pas pressé de l'échouer. Puis on se dit que ça nous prend un État fort dans un premier mandat, puis cet État fort-là va nous permettre de faire l'indépendance dans un deuxième mandat. Et ce qu'on va faire, nous, pendant le premier mandat, avec Jean-Martin Hossard, on va mettre à jour les études sur qu'est-ce que ce serait le Québec souverain, quels seraient les avantages, les inconvénients sur l'économie, sur son commerce international, la défense et tout ça. Mais on ne fera pas la promotion de notre option. On va faire des études objectives, on ne fera pas la promotion. Je constate que le gouvernement Couillard et le gouvernement Trudeau font la promotion de leur option. Hein, l'option du gouvernement Couillard, c'est réformer le Canada pour qu'enfin on puisse signer la Constitution. Ça, c'est pas la réalité. M. Couillard, l'autre jour, il dit, ben nous, on parle de la réalité. Non, non. Essayer de changer la Constitution, c'est pas la réalité, c'est une option. Alors, eux font la promotion de leur option. Nous, on va faire des études sur la souveraineté et ça va être le Parti québécois puis le mouvement indépendantiste qui vont faire la promotion de l'option
pour présenter en 2022 l'offre indépendantiste. L'élection de 2022, le sujet de l'élection, ça va être de nous donner un mandat de réussir l'indépendance. On va parler de ça en 2022. Mais en 2018, notre mandat, c'est de se donner un gouvernement qui va arrêter de fragiliser la santé, l'éducation, la justice, la langue, la nation, l'identité, comme l'a fait le Parti libéral pendant 15 ans, et qui, au contraire, va redonner de la force à nos services, à la nation, à l'identité, à la langue. Et ça va permettre donc aux Québécois de dire, bien, on va dans la bonne direction, nos régions sont fortes, on s'est pris en main, on peut faire le pas suivant, qui est l'indépendance dans le deuxième mandat. Prochaine question, Jean-Hoult, TVA. Avec votre permission, 2 questions. On peut faire du chemin sur ce que vous venez de dire, M. Lisée. Quelle place, justement, va prendre le débat identitaire dans la prochaine campagne électorale, considérant ce qui est survenu en 2014, où une partie de l'élection s'est jouée sur la charte proposée par le Parti québécois? Ben, nous, notre position sur l'identité, elle est très affirmée. Je ne pense pas que ça va être central à l'élection, mais ça va être un des thèmes. Ça va être un des thèmes, certainement. Parce que nous, on pense qu'il faut faire des pas vers la laïcité. Bon, par exemple, ce cours éthique et culture religieuse, qui est un cours de stéréotype, hein, de dire que la religion catholique, c'est ceci, puis la religion musulmane, tu portes un voile, et les jeunes filles musulmanes qui sont dans l'école publique québécoise se font dire une bonne musulmane, c'est quelqu'un qui a un voile. Si tu n'as pas de voile, tu n'es peut-être pas une bonne musulmane. Mais voyons, de quoi on se mêle? Et donc, oui, nous, on s'engage à remplacer le cours éthique et culture religieuse 1 heure par semaine pendant 10 ans. Ben, c'est incroyable. On a besoin de cet espace-là pour donner un cours d'éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est être un bon citoyen? Qu'est-ce que c'est les droits et les devoirs? Qu'est-ce que c'est l'égalité des hommes et des femmes? Comment on fait un budget? Comment on tombe pas dans les pièges du crédit? Comment on se fait pas manipuler par des exploiteurs sexuels? La série Fugueuse qu'on vient de voir, qui est extraordinairement pédagogique pour toute une génération de jeunes filles et de jeunes hommes du Québec. Comment on ne tombe pas dans des sectes? Oui. Qu'est-ce que c'est la réalité religieuse autour de nous? Qu'est-ce que c'est un député? Qu'est-ce que c'est une élection? Comment ça fonctionne? On veut qu'un jeune qui sort de l'éducation secondaire soit outillé pour être un citoyen éclairé, critique, qui a les outils pour vivre dans la société. Alors ça fait partie de nos propositions. Et oui, on va faire des pas vers la laïcité de façon progressive, respectueuse, mais affirmée. Vous rencontrez la mairesse Josée Néron l'après-midi. Le dossier de l'heure ici, évidemment, c'est le centre Georges Vézina. Et le chef du gouvernement s'est déjà engagé pour une construction neuve. Êtes-vous prêt à aller aussi loin? Avez-vous un montant en tête? Est-ce que vous connaissez un peu le dossier? Ben oui. Alors là, on va voir qu'est-ce que la Ville demande. Hein? Nous, on va accompagner la Ville dans ses demandes. Pour l'instant, j'ai vu que la mairesse soumettait ce dossier à la discussion du conseil municipal. Donc, on va attendre que la Ville prenne ses décisions, fasse ses recommandations. Moi, je suis très ouvert à cette option-là, mais on va accompagner la Ville dans ses demandes. Prochaine question, Denis Lapierre. Monsieur Lisée, dans un dossier publié ce matin sur Radio-Canada, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance, on apprend que les budgets de publicité du ministère de l'Éducation, ministère de l'Économie également, ont été multipliés par 25, par 30 au cours de la dernière année. Vous y voyez quoi d'abord? Est-ce que c'est répréhensible et y voyez-vous un signe de quelque chose? Ben oui, je vois un signe. Écoutez, la protectrice du citoyen avait remis un rapport il y a 2 ans montrant que le rationnement des soins à domicile, le lien que je fais était tellement dur qu'elle racontait cette histoire de cette dame en chaise roulante qui s'était fait couper ses heures et qui devait choisir entre dormir dans sa chaise roulante ou couper les heures pour l'aider à manger. C'est qu'elle a choisi de dormir dans sa chaise roulante. Alors ça, c'est le gouvernement qui a décidé de mettre des millions et des millions et des millions de dollars dans de la publicité qui n'est pas de la publicité utile. Parce que je la regarde, la publicité du gouvernement, là, moi, j'ai pas de difficulté quand le gouvernement nous dit on a un programme de rénovation, ça donne ceci avec tel critère, puis appelé à tel endroit. Ça c'est bien. Mais la publicité des libéraux en ce moment, c'est on est bon. On a un plan. Mais là, ils font des publicités, j'ai vu cette semaine, sur la santé. Comment ils sont bons en santé?
je ne suis pas surpris que ça ne marche pas, leur publicité, parce que les gens savent que ça ne va pas bien en santé. Mais en ce moment, c'est de la publicité préélectorale et c'est extrêmement répréhensible. Alors que le gouvernement fasse de la publicité pour informer les gens de l'existence de programmes qu'ils peuvent utiliser ou contre le tabagisme ou contre le harcèlement, c'est bien. Mais le genre de publicité qu'ils font en ce moment, c'est de la publicité libérale répréhensible. Donc, de la publicité préélectorale. Oui. Oui. Autre question, étant donné qu'il n'y a personne derrière moi. Aujourd'hui, c'était rentrée parlementaire après 2 semaines de pause. Pourquoi avez-vous choisi d'être au Saguenay-Lac-Saint-Jean plutôt qu'à Québec? C'est la priorité. Pour moi, on m'a dit, si tu veux faire une tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, compte tenu de mes contraintes, en fin de semaine, j'avais une investiture à Montréal samedi, j'avais une investiture dimanche. J'ai dit, ça prend 2 jours pour faire le lac puis pour faire le Saguenay. Ça veut dire que le mardi, tu ne seras pas là. J'ai dit, ça tombe bien, j'ai une vice-chef. J'ai une vice-chef qui est excellente puis qui va poser de très bonnes questions. Alors, OK, moi, je vais être au Saguenay. La vice-chef va être à Québec, puis mercredi, je serai à Québec. Prochaine question, Louis Tremblay. Monsieur Lisée, il n'est pas déjà venu, lui? Oui. Je le reconnais, là. Quand vous avez fait votre introduction, vous avez dit que le Parti québécois allait donner plus de pouvoir aux municipalités. Écoutez, dans l'histoire récente du Québec, ça a pris une commission, 50 enquêtes de l'UPAC, et c'est pas encore réglé la corruption des municipalités. On le voit encore dans un contrat à Montréal où on soupçonne des groupes criminels. Est-ce que c'est pas risqué de donner trop de pouvoir? Est-ce que le gouvernement du Québec risque pas encore de perdre le contrôle sur la bonne gestion financière? On l'a vu ici avec, à l'époque, quand le ministère des Affaires municipales a fait une vérification dans la promotion Saguenay qui faisait, c'était pas criminel, faisait des choses que la loi leur permettait pas. Est-ce que c'est pas risqué pour un État de donner trop de pouvoir, de décentraliser trop quant au contrôle? Bien, vous savez qu'il y a des enquêtes de l'UPAC en ce moment sur des scandales financiers libéraux importants à la Société d'investissement d'infrastructure du Québec, entre autres choses. Alors, moi, je pense qu'il faut lutter contre la corruption à tous les niveaux, tout le temps. Mais on est dans une nouvelle génération, une génération de leaders municipaux beaucoup plus attentifs à ça. On est dans une génération où les oppositions et les journalistes sont beaucoup plus attentifs à ça. On a des institutions qu'on a créées à la fois avec la loi 1 sur la probité des contracteurs dans le secteur public. On a l'UPAC qui ne s'occupe pas seulement des contrats libéraux à Québec, mais également des municipalités. Alors, je pense puis on est en train de discuter dans une loi des vérificateurs externes des municipalités et comment nommer des vérificateurs qui vérifient les vérificateurs. Alors, on est en train de se donner les bretelles puis la ceinture et que chacun soit responsable à son niveau. Alors, à partir du moment où on fait ça, on veut de l'efficacité puis de la responsabilité. Et moi, je n'ai aucune hésitation dans ce cadre-là éthique qu'on s'est donné ces dernières années, y compris le Parti québécois qui a fait en sorte que le financement des campagnes municipales soit beaucoup plus intègre que c'était précédemment. On a aussi voté une loi qui faisait en sorte qu'un maire, qu'un maire qui était pris dans des affaires de fraude ou de corruption pouvait être suspendu, ce qui n'était pas le cas avant notre arrivée. Donc, on a doté le Québec, c'est peut-être imparfait, on peut toujours le bonifier, mais d'un cadre de gestion de son éthique qui est très fort, très robuste. Et à l'intérieur de ce cadre-là, tous les paliers de gouvernement doivent prendre leurs responsabilités. Et lorsque je dis que je vais couper le cordon dans la décision des projets, dans l'exécution des projets, moi, je compte sur les maires, les préfets, la société civile des régions, les médias, et nos institutions policières et autres de faire leur travail, de voir qu'il n'y a pas de corruption là-dedans. Mais le dynamisme, ça veut dire la responsabilité. Prochaine question, Pierre-Alexandre Maltais. J'aimerais vous entendre sur un dossier qui est sorti hier dans le Journal de Québec. Je sais que quelqu'un de votre parti a déjà répondu, mais au sujet de cette enveloppe de 573 millions de dollars qui dans les coffres d'Ottawa et qui serait destinée là, au fonds d'investissement sur le transport en commun. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que Québec ne devrait pas se dépêcher d'aller chercher cet argent-là qui est disponible? Écoutez, moi, ça me désole tellement de regarder ça. Le gouvernement Couillard est le dernier de classe. Le dernier de classe à aller chercher notre juste part de fonds fédéraux pour les transports en commun, puis à Montréal, à Québec, dans les régions, là, il y a de l'argent pour partout. Plusieurs provinces ont déjà 100% de leur budget
qui sont en train d'être investis chez eux. D'autres provinces ont 90 %. Je pense que l'autre, c'est 60. Nous, on est à 30 quelque chose. On est le dernier de classe, alors qu'il y a de la congestion partout. C'est une urgence nationale de faire en sorte de donner d'autres modes de transport pour soulager la congestion partout au Québec. C'est inexcusable. Là, ils vont annoncer bientôt, là, à Montréal, la ligne bleue. Alors, ils vont se péter les bretelles. Ça fait 4 ans qu'ils retardent le projet. 4 ans qu'ils retardent le projet. Ils vont l'annoncer en campagne électorale. Tu sais, il y a un moment là où le cynisme dépasse toujours les bornes, mais là, on dirait que c'est des champions du cynisme. Puis est-ce que c'est vrai qu'ils ont retardé ces projets-là pour pouvoir les annoncer en campagne électorale au lieu de commencer à les faire plus tôt pour que le service soit donné plus tôt? Je ne le sais pas, mais ils admettent eux-mêmes que leur processus est trop lent. Mais ça fait 15 ans qu'ils sont là. Comment ça se fait qu'ils sont si mauvais? Je pense qu'il faut les changer. Prochaine question, Denis Lapierre. Système de santé, on se rend compte, bon, les critiques sont nombreuses et sont plus nombreuses à ce moment-ci qu'elles l'étaient il y a un certain temps. Le Parti québécois est élu à l'automne. C'est quoi votre priorité? Bon, d'abord, on trouve que c'est tellement important qu'on a fait une série de propositions et il y a quelques semaines, on a même déposé le calendrier d'action du gouvernement du Parti québécois dans sa première année pour faire des changements importants. Alors, la première des choses, je dirais en région, parce qu'ici, il y a des difficultés particulières, il n'est pas question pour un gouvernement du Parti québécois de mettre à risque des services qui sont donnés en région, en aucun cas. En aucun cas. Un de nos premiers gestes, en octobre prochain, ça va être de passer un décret au Conseil des ministres qui s'appelle le cran d'arrêt. Le cran d'arrêt, c'est de dire à tous les ministères et toutes les agences du gouvernement, si vous êtes en train de centraliser quelque chose, arrêtez immédiatement. Si vous êtes en train de fermer des unités en région, arrêtez immédiatement de les fermer, laissez-les ouverts, parce que nous, on veut faire le contraire, c'est-à-dire de rapprocher les services et les centres de décision des régions. Bon, alors, comment on procède? D'abord, il y a 3 milliards de dollars, là. Si on élit les libéraux, 3 milliards de dollars vont être versés à 22 000 médecins. C'est clair. Et moi, je salue les centaines de médecins, y compris des spécialistes, qui écrivent dans les journaux puis des pétitions pour dire « on n'en veut pas du 3 milliards. Remettez-le dans les soins. » Bien, ça, c'est notre programme. Si on vote pour la CAQ, on ne sait pas combien ils vont donner. 1 milliard, 1,5 milliard. Ils ne veulent pas que ça soit zéro. Bien, nous, au Parti québécois, on veut que ça soit zéro. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Bien, d'abord, il faut augmenter, dès la première année, les soins à domicile. Les libéraux ont réduit de 500 000 heures par année. Nous, on veut l'augmenter de 900 000 heures chaque année pour qu'on arrête l'angoisse de nos aînés, puis des gens qui ont des pères et des mères qui vont devoir placer, de savoir est-ce qu'ils vont avoir des soins à domicile. Il faut que la réponse soit oui. À la fin du mandat, il faut que la réponse soit oui. On a l'assurance qu'on va avoir des soins à domicile pour nos aînés. On veut aussi immédiatement dégager des sommes pour réduire la charge de travail des infirmières et des préposés aux bénéficiaires et de certains cas, pour faire en sorte que, d'abord, ils soient plus en santé et que des infirmières veuillent postuler. Là, c'est rendu tellement grave que des infirmières ne s'inscrivent pas pour devenir infirmières. Ceux qui sont diplômés ne veulent pas avoir la job parce qu'ils voient, là, c'est comme aller simple vers le burn-out. C'est comme c'est ça qui est écrit dans la fiche d'embauche. Alors, il faut créer des conditions d'attraction. Nous, on veut aussi immédiatement décloisonner les actes cliniques. Les pharmaciens peuvent donner des actes cliniques. Les infirmières, les psychologues, les travailleurs sociaux, les paramédics, chacun dans son secteur. Il y a 200 000 professionnels au Québec qui peuvent désengorger le système en posant des actes cliniques sans demander la permission du médecin, sans donner sa cote au médecin. Ça se fait en Ontario, ça se fait ailleurs. Il faut que ça se fasse ici. On peut faire ça dans la première année de notre gouvernement. Alors oui, on a hâte de poser ces gestes-là. Il y a des gestes qui demandent de la volonté politique. Parce qu'en ce moment, avec Legault, Couillard et Barrette, on est resté, disons, dans le siècle dernier, un siècle où les médecins décident de tout. Ils sont essentiels, les médecins font un travail formidable, mais ils ne doivent pas décider de tout. Avec le gouvernement du Parti québécois, on va avoir plus de soins qui vont être donnés de façon
plus large par nos 200 000 professionnels de la santé. Mettrez-vous un médecin comme ministre de la Santé? Non. C'est clair. C'est clair. Prochaine question, Pierre-Alexandre Maltais. Il ne se passe pas une journée sans que Pierre-Carl Pellado ne tweete des attaques agressives envers Philippe Couillard et son gouvernement. Des fois, on a l'impression qu'il fait plus que vous. Est-ce que c'est votre... Est-ce que vous avez des nouvelles de ce côté-là? Est-ce que vous accueilleriez encore sa venue, M. Pellado, pour les prochaines élections? Il n'y a pas de changement là-dedans. Nous, la porte est ouverte. Moi, j'aime m'entourer de gens forts. Jean-Martin Hossan est revenu, Camille Bouchard, qui avait quitté le Parti québécois, est revenu. On a des candidats de qualité qui se présentent un peu partout. Si Pierre-Carl veut être candidat pour le Parti québécois, il va être bienvenu. Parfait. On le disait tout à l'heure, la CAQ est vraiment en avance dans les sondages. Je ne vais pas vous prêter l'intention de concéder une victoire, mais advenant le cas où le CAQ est porté au pouvoir de manière minoritaire, est-ce que le Parti québécois serait tenté de s'allier à la CAQ de François Legault? Bien, écoutez, on verra ça au lendemain de l'élection. Moi, j'ai l'intention de diriger un gouvernement majoritaire du Parti québécois. Parfait. Prochaine question, Louis Tremblay. Monsieur Lisée, pour revenir à la santé, est-ce que vous pourriez défaire les CIUS qui semblent vraiment commencer à faire beaucoup de... Surtout les CIUS en région, les distances, les cadres cette semaine, les taux d'assurance santé sont en frise des records au Québec. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire de défaire les CIUS? Bien, on s'est vraiment posé cette question-là parce que c'est clair que le fonctionnement n'est pas optimal. Moi, j'étais dans la commission parlementaire lorsque les CIUS ont été créés, puis on demandait au ministre Barrette, mais où dans le monde ça a marché une centralisation aussi grande? Parce qu'on avait des experts qui étaient venus nous dire que ça ne marchait pas. Qu'en Alberta, il avait essayé, puis il avait été obligé de démanteler ça. Puis en Grande-Bretagne aussi, il y avait une expérience similaire, négative. Et donc, on n'a pas réussi à... Évidemment, il était majoritaire, lui, il pensait que ça marcherait. Et là, il a créé un énorme traumatisme dans tout le système en créant les CIS et les CIUS. Et là, on s'est dit, mais de revenir à l'étape précédente, c'est-à-dire les C3S, ce serait peut-être séduisant sur le papier, mais ça créerait un autre traumatisme. Puis on ne veut pas, nous, se battre dans les structures dans le premier mandat, ni les commissions scolaires, ni les CIUS, puis on ne veut pas créer de nouvelles structures, on veut vraiment s'attacher à la qualité des soins. Mais c'est sûr qu'il faudra modifier les CIS et les CIUS pour déconcentrer le pouvoir. Redonner aux établissements locaux des porte-paroles qui sont décisionnels. Hein, je veux que les maires et les préfets puissent parler à quelqu'un dans son hôpital qui a un pouvoir de décision. Alors, on va faire une réforme des CIS et des CIUS pour déconcentrer le pouvoir, le rapprocher des milieux, ça c'est sûr, donner de la vraie autonomie au conseil d'administration, qui en ce moment sont vraiment sous la coupe du ministre. Et ça, on va vraiment essayer d'améliorer leur fonctionnement parce que créer un autre traumatisme, c'est pas sain. OK. Autre question c'est un lien entre l'immigration. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine où, dans les régions du Québec, on n'entend pas parler d'une crise de pénurie de main-d'œuvre. Il y a 2 semaines, il y avait 50 voyages de bois qui ne pouvaient pas être expédiés aux États-Unis parce qu'on n'avait pas de conducteur de camion. Pour les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a l'immigration qui est la solution à ça. Est-ce qu'un gouvernement du Parti québécois pourrait faciliter cette immigration-là, même si c'était une immigration qui n'était pas nécessairement francophone du Maghreb ou de la France? Bien, d'abord, il y a 200 millions de francophones dans le monde. Hein. Et puis en Grande-Bretagne, il y a plus de gens qui parlent le français langue seconde que dans tout le reste du Canada. Ça fait que c'est pas les francophones dans le monde qui manquent. Mais c'est clair pour moi que c'est scandaleux qu'une pénurie de main-d'œuvre parfaitement prévisible et prévue depuis plusieurs années arrive maintenant, puis que le gouvernement du Québec soit comme surpris que ça arrive. Nous, ça fait des années que le vérificateur général puis le Parti québécois dit qu'il faut changer le système d'immigration pour beaucoup mieux arrimer le demandeur d'immigration avec l'emploi qui est proposé. Alors nous, les Australiens font ça depuis 15 ans. Le VG dit au ministère de l'Immigration du Québec de le faire. Alors comment il faut faire ça? Bien, s'il y a un soudeur ou un chauffeur de camion à Santiago qui est un candidat à l'immigration,
faut lui dire deux choses. Bon, d'abord, montre-moi ton diplôme ou ton acquis, puis je vais te dire tout de suite si on reconnaît ou si ça te prend une mise à niveau. Puis on va te dire comment ça va se faire. Puis deuxièmement, est-ce que tu parles français? Et si oui, passe le test. Ton conjoint, ta conjointe, passez le test, venez. Sinon, prenez un an, apprenez-le, puis on va vous montrer comment. Puis il y a des alliances françaises avec lesquelles, des écoles avec lesquelles on a des ententes, on a des cours en ligne, des tutoriaux, etc. Apprenez le français, passez votre test, puis là, on vous dit, il y a un emploi qui vous attend à Alma, puis il y en a un aussi à Arvida, puis il y en a un à Montréal, mais si vous allez en région, vous avez plus de chances d'être retenu. Il faut faire en sorte de donner une prime à l'installation en région aux candidats à l'immigration. Puis nous, on va faire ça. Et puis on sait que le candidat à l'immigration, lorsqu'il arrive, qui est accueilli en région, il est immédiatement pris en charge. La région va faire en sorte que le conjoint soit accompagné, que les enfants soient dans la bonne école, ils vont aider pour le logement, etc. C'est par là qu'il faut aller. C'est par là qu'il faut aller. Puis moi, je trouve ça scandaleux qu'on ne soit pas déjà là. Et je vois, région après région, les gens font des concertations, ils se transforment en ministère de l'Immigration. Ils font la job du ministère de l'Immigration. Je les comprends, puis je les encourage, mais c'était pas à eux à faire ça. J'ai une question de Lapierre. On est au Cercle de presse. Je vais vous poser une question de journaliste concernant l'accès à l'information. Depuis plusieurs années, l'accès aux documents partout, mais du gouvernement du Québec est de plus en plus difficile. Il y a des documents simplissimes qui, il y a quelques années, étaient faciles à obtenir. On n'a même pas besoin d'aller plus loin que la réceptionniste du ministère là, pour obtenir les documents. Maintenant, c'est presque systématique, quel que soit le document, fût-il sensible ou non. Il faut passer par la loi d'accès à l'information avec tous les dédales que ça prévoit. Le gouvernement Couillard promettait un gouvernement plus transparent. Je crois qu'il a dit le plus transparent. Oui, si je me souviens bien. Force est de constater qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour en arriver à une certaine transparence. Vous faites quoi avec ça? Vous faites appel aux médias, vous l'avez fait tout à l'heure, concernant entre autres toute la question de la corruption et de la vigilance. Vous faites quoi pour corriger ce problème-là, qui est un problème important dans le travail journalistique? Tout à fait. Bon, d'abord, rappeler que la loi d'accès à l'information a été votée par René Lévesque à l'époque, qui l'avait fait avec le conseil d'un journaliste que j'ai bien connu, Jean Paré, qui était le fondateur de l'Actualité. Et on a besoin de la mettre à jour depuis longtemps. Et effectivement, on est dans l'ère des données ouvertes. Et les libéraux avaient promis de le faire, ils ont fait le contraire. Nous, on fait constamment, notre service de recherche, des demandes d'accès à l'information. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un cas récent où quelqu'un a fait une demande sur le compte de dépenses de Bernard Drainville lorsqu'il était ministre péquiste. Et nous, on a fait exactement la même demande pour le même ministre, mais libéral, exactement de la même façon. Puis nous, on n'a pas eu l'information. Alors, on voyait qu'il y avait un biais politique très clair dans les décisions qui sont prises. Alors oui, donc moi, comme ancien journaliste, je suis vraiment partisan de la transparence. Il est sûr qu'on va faire en sorte de revenir à l'esprit de René Lévesque et de donner un gouvernement plus transparent. Ça va vouloir dire quoi? Est-ce qu'on va donner plus de responsabilités aux gens des ministères? Est-ce qu'il y aura une directive ministérielle ou primat ministériel à ce chapitre-là? Bien, on va voir dans le détail, mais moi, je peux vous dire que quand j'étais ministre des Relations internationales, parfois, on me disait, bien, il y a une demande d'information sur tel de vos voyages, mais la façon dont le journaliste a écrit la question, on pourrait juste y donner ceci. J'ai dit non, je sais ce qu'il veut, le journaliste. Il veut tout. C'est qu'on va donner tout. Moi, ces histoires de cachette, là, ça ne m'intéresse pas. Puis en plus, politiquement, c'est pire. Parce que là, tu as le débat sur l'information qui a été donnée, puis ensuite, tu as le débat sur le fait que l'information a été cachée. Alors, il n'y a aucun gain politique, puis certainement aucun gain de transparence à faire de rationner l'information qui doit être disponible aux journalistes et aux citoyens. Pierre-Alexandre Maltais. Tout à l'heure, vous avez dit vouloir être le premier ministre des régions. Par contre, pour être premier ministre, il faut se carrer dans la métropole. Est-ce que le Parti québécois a encore une pertinence, une résonance sur l'île de Montréal? Et si oui, comment vous comptez peut-être reprendre du terrain à Montréal? Ben, parce qu'on a les bonnes solutions pour Montréal comme pour les régions. Je veux dire, on est 4 députés. On a l'intention d'augmenter le nombre de députés du Parti québécois en région et à Montréal.
Et il y a un phénomène qui va se dérouler à Montréal qui va rendre les choses très difficilement prévisibles. C'est la baisse des libéraux, le fait qu'il y a une partie du vote fédéraliste qui va se séparer entre la CAQ puis le Parti libéral, le fait qu'il y a beaucoup de déçus de Québec solidaire. Il y a 9 électeurs de Québec solidaire sur 10 qui auraient voulu avoir un pacte avec le Parti québécois. Leur parti leur a tourné le dos. Et ils veulent surtout pas que les libéraux ou la CAQ gagnent. Alors moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'électeurs de Québec solidaire qui vont se tourner vers nous. Alors non, moi, je pense que nos chances sont très bonnes d'augmenter le nombre de députés du Parti québécois sur l'île. Une question peut-être plus régionale. On le sait, présentement, il y a une grève dans les CPS. Est-ce que, selon vous, le gouvernement devrait agir dans cette situation? Parce qu'il y a plusieurs parents qui sont pris en otage présentement. Donc, quelle est votre position par rapport à ça? Bien, c'est toujours embêtant lorsque des services qui sont essentiels, comme l'école, les CPE, ont des périodes de grève. Nous, on espère, on en a vu plusieurs grèves qui ont été très courtes dans les CPE, dans d'autres régions, parce que les partis se sont assis, ont trouvé des compromis. C'est ce qu'on espère qu'il se fasse le plus rapidement possible ici. Prochaine question, Denis Lapierre. La lune de miel entre les Canadiens et leur premier ministre semble à peu près terminée. Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites le dernier voyage, entre autres. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Cependant, est-ce qu'un parti indépendantiste peut tabler sur cette baisse de popularité du chef du parti au pouvoir au Canada? Ben, moi, j'ai très hâte d'être face à face avec Justin Trudeau comme premier ministre. Parce que c'est clair que le Québec n'a pas sa juste part au sein du Canada. Et il va y avoir une élection fédérale en 2019, donc 1 an après notre élection. Puis c'est sûr qu'on va, en tant que gouvernement, réclamer notre juste part. Ces 20 milliards de dollars qu'on nous prend, c'est injuste. Qu'est-ce qu'on a en échange? Sur des tas de dossiers, sur l'environnement, par exemple, il y a des crédits d'impôt pour la production de pétrole dans le reste du Canada qu'on finance. 1 $ sur 4 des crédits d'impôt pour produire du pétrole dans le reste du Canada, c'est nous qui le finançons. Qu'est-ce qu'on a en échange? On a donné 8 milliards de dollars à l'industrie de l'automobile en Ontario pour les sauver. Qu'est-ce qu'on a eu en échange? Rien. En ce moment, on est l'investissement fédéral pour les voitures électriques, pour l'environnement, on n'a pas notre juste part. Alors attendez-vous à ce qu'on soit très clair comme gouvernement. On va défendre l'économie du Québec, notre juste part au sein du Québec. Puis j'ai hâte d'être face à face avec Justin Trudeau pour lui dire, là, je n'essaierai pas de le convaincre de l'indépendance ou de quoi que ce soit, là. Mais je veux dire, toi, tu es premier ministre du Canada, tu nous prends 20 milliards de dollars sans contrepartie, ça ne peut pas marcher comme ça. Prochaine question, Jean-Houl. Beaucoup d'entreprises souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre, manque de relève, et c'est généralisé autant à la grande entreprise que les PME. Un dirigeant d'entreprise mentionnait que ça va devenir, ou ça doit devenir un enjeu gouvernemental, une préoccupation du gouvernement, un enjeu électoral. La position du Parti québécois là-dedans, ce serait quoi pour... Je dirais pas favoriser l'accès des jeunes au marché du travail, mais que la pénurie de main-d'œuvre soit comblée. Est-ce que c'est l'immigration qui va régler une partie du problème ou c'est un changement peut-être au niveau de l'enseignement chez les jeunes? Bien, écoutez, pour l'instant, le taux d'emploi des jeunes Québécois est très élevé. Hein? Alors, on veut continuer à l'augmenter. Le taux d'emploi des femmes au Québec est un des plus élevés au Canada. Il y a la ressource d'immigration. Le problème qu'on a en région, et c'est paradoxal, c'est d'une part, il y a une pénurie d'emploi, et d'autre part, il y a un exode des jeunes vers les régions. Alors, une des solutions, puis il n'y en a pas juste une, là, mais c'est la rétention des jeunes en région. Moi, je pense que les cégeps et les universités régionales sont des joyaux qui doivent être soutenus, et on doit faire en sorte que lorsqu'il y a surcapacité dans certains programmes à Montréal, bien, on dit aux gens, c'est en région que vous devez combler les postes. De la même façon, pour les étudiants étrangers qui viennent au Québec, moi, je leur donnerais davantage de soutien s'ils viennent en région que s'ils restent à Montréal. Sur le choix des candidats à l'immigration, il devrait avoir plus d'incitation à venir en région métropolitaine. Nous avions un programme au gouvernement du Parti québécois sur la réinstallation des jeunes qui reviennent en région. Moi, je pense qu'il faut revenir, réexaminer ça.
Parce que la meilleure ressource pour le développement de la région, c'est la rétention de sa population et l'installation de sa population. Est-ce que selon vous, ça va par l'immigration? Il va falloir passer par l'immigration? Ça fait partie, mais il faut garder les jeunes, ceux qui partent, les ramener, inciter plus de jeunes Québécois à venir faire leurs études en région puis s'implanter en région, puis effectivement avoir dans l'immigration un bien meilleur ciblage des candidats à l'immigration avec leur qualité professionnelle, les amener directement en région pour leur implantation et leur donner un avantage lorsqu'ils veulent venir au Québec, de dire, si tu viens en région, tu as plus de chances d'être accepté. Louis Tremblay. Monsieur Lisée, par rapport à la question de l'immigration, c'est une responsabilité partagée Québec-Ottawa. Est-ce qu'il y a des contraintes pour le gouvernement du Québec quant au nombre d'immigrants qu'on peut accueillir chaque année au Québec? La difficulté, elle ne se fait pas sur le nombre d'immigrants. Elle se fait sur, par exemple, les visas pour les travailleurs qualifiés, qui sont très longs à donner. Ça, c'est pour les entreprises qui ont besoin de travailleurs très qualifiés. Ça les décourage. Parfois, ils ont besoin de quelqu'un pour venir pour un nouveau projet qui commence immédiatement, mais ils n'auront pas le visa avant plusieurs mois. C'est un problème. Le problème des travailleurs saisonniers aussi, où le gouvernement canadien, contre la volonté des entreprises québécoises, a limité la capacité d'utiliser des travailleurs saisonniers, puis on voit que ça a des conséquences négatives en agriculture en particulier. Et puis, il y a le problème des quotas pour, par exemple, on a ce programme vacances-travail pour les Français. Je n'ai pas le chiffre exact, là, c'est quelques milliers, c'est le fédéral qui décide ça. Lorsque les Français ouvrent le guichet à midi 45, ils sont tous partis. Alors, on dit pourquoi on ne l'augmente pas? Parce que l'été, on a un besoin de main-d'œuvre dans le tourisme québécois partout dans toutes les régions. Et c'est le gouvernement fédéral qui décide de mettre un quota puis de ne pas l'augmenter. Alors ça, c'est toutes des mesures canadiennes qui limitent notre capacité à bien gérer notre immigration. C'est quoi le programme avec les Français? Programme vacances-travail. Tu ne trouves pas qu'il y en a assez sur le plateau Mont-Royal des Français? Je vais en envoyer au Saguenay. Je vais les envoyer au Saguenay puis en Gaspésie. Mais c'est grave. Les gens en tourisme, à partir de la fin août, ils sont obligés de fermer parce que les étudiants québécois retournent au cégep, à l'université. Et puis les étudiants français qui viennent, ce ne sont pas des étudiants, ils veulent rester pour travailler. C'est une ressource qui est disponible et le gouvernement fédéral nous limite le nombre. Quant à la stratégie de l'immigration, surtout en agriculture, là, les travailleurs temporaires, c'est comme une stratégie qui ne fonctionne pas parce que les gens ne restent pas. Ils travaillent un an, ils s'en retournent chez eux. Oui. Est-ce qu'à long terme, c'est pas mieux d'avoir une vraie politique d'immigration permanente? Ce serait vrai, mais en tout cas, en attendant parce que, puis ça, c'est même en période de non-pénurie de main-d'œuvre dans le reste de l'économie, il y a toujours eu une difficulté à recruter des travailleurs pour la période de la récolte. Et donc, ici, comme ailleurs, c'est gagnant-gagnant, des gens qui viennent pour une période brève. Puis moi, je pense qu'il faut qu'ils soient bien traités, que la qualité du travail, la qualité du logement, il y a eu des cas où il y avait de l'abus. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir un bon encadrement, mais que pour eux, c'est un revenu supplémentaire. Ils retournent chez eux, sont contents de l'avoir fait comme ça. Bon, tant que ça fonctionne puis que tout le monde est content, tant mieux. Mais on a vu que le fédéral a décidé de réduire la capacité des entreprises canadiennes et québécoises de le faire. Et ça n'a aucun impact positif pour l'économie du Québec parce que de toute façon, on est en pénurie d'emplois. C'est pas comme si les gens se battaient pour avoir ces emplois-là puis que des étrangers viennent les prendre. C'est pas la réalité. Les gens se battent pas pour avoir ces emplois-là. Et tantôt, vous allez visiter justement les installations de Rio Tinto. C'est quoi le message que vous voulez apporter aux travailleurs de l'industrie de l'aluminium? Un message de soutien et d'unité. Tous les représentants politiques, municipaux du Québec et du Canada sont unis dans la défense de leur travail, de leurs produits, de la qualité de leurs produits, et on fait front commun. On est avec eux, on les soutient. Denis Lapierre? La crise au Bloc québécois, je vous demanderai pas
commenter la crise elle-même, mais son effet sur la mobilisation des troupes, vous ne craignez pas en période électorale comme ça? Bon, vous partagez beaucoup de militants avec le Bloc, c'est parfaitement normal. Est-ce que ça risque pas de démobiliser justement une partie des gens dont vous avez beaucoup besoin en cette période-ci? Bien, la réponse est non, parce qu'ils sont très mobilisés sur l'élection québécoise qui s'en vient. On a des investitures. Moi, je fais le tour des investitures. Les salles sont pleines. Le financement du Parti québécois va bien. Vous avez le droit de donner 200 $ cette année. PQ.org, c'est moi le président. Puis oui, c'est Sylvain. Depuis que Sylvain est président de la campagne de financement, ça va bien. Avec l'arrivée de Véronique, avec l'arrivée de Jean-Martin aussi, les gens s'engagent dans le Parti québécois. Il y a des retours de gens qui nous avaient quittés il y a quelque temps. Non, je vois la mobilisation autour du PQ, elle est très, très bonne. Les gens disent, on aimerait ça que ça aille bien au Bloc québécois, puis c'est vrai, puis ils ont raison, mais autour du Parti québécois, on est en rassemblement, ça se passe très bien. Puis justement, vous dites que ça se passe très bien. Je pense que cette fin de semaine aussi, on disait que le niveau, le nombre d'inscriptions pour ce qui est des membres, ça va bien aussi, je pense. Vous voulez dire Par rapport aux membres, vous avez beaucoup de membership. Oui, bien, écoutez, nous, en ce qui concerne Jonquière, on est la 3e circonscription au Québec en termes de nombre de membres. On a au-dessus de 1700 membres. Dans Lac-Saint-Jean, et là, il y a une investiture qui s'en vient dans les prochaines semaines, forcément. Écoutez, c'est au-dessus de 4000 membres dans Lac-Saint-Jean. Donc, on a un membership très fort dans la région, même dans une circonscription orpheline comme Dubuque, c'est plusieurs centaines de membres. Les objectifs de financement vont bien, les gens sont sur le terrain, extrêmement mobilisés. En tout cas, nous, en ce qui concerne ma circonscription, comité électoral est déjà en action. Membership va bien, oui. Puis est-ce qu'on a des candidats pour Dubuque? Ben, j'ai hâte de vous annoncer ça. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Bon, mais merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec le directeur général des élections. Donc, on poursuit dans la même veine électorale. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.